Donc, en introduction, pour faire suite au cours de Jeanne d'hier sur l'impact environnemental sur la santé, là, on va le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire voir l'impact environnemental des systèmes de santé. Euh, je prends juste une diapositive pour faire le lien avec le cours de Jeanne ou cet impact environnemental avec de plus en plus de publications qui montrent que les différents indicateurs de ce changement climatique ont un impact sur la santé des êtres humains en général, et ce sur plusieurs volets. Ça va du réchauffement climatique jusqu'à l'eutréfication de l'eau, la montée des niveaux d'eau, la déforestation, et chaque élément, on va le revoir tout à l'heure, aura un impact sanitaire direct sur des éléments nutritionnels, infectieux, qualité de vie, intellectuelle, etc., et sur la durée de vie. Pour introduire le sujet, il faudrait revoir les dépenses de santé des pays de l'OCDE, parce que cet indicateur-là ou cet élément-là servira de dénominateur commun pour l'ensemble des calculs qu'on va voir tout à l'heure. On voit que les dépenses de santé des pays de l'OCDE se situent entre 8 et 12%. C'est le petit cadran rouge que j'ai mis là, avec les États-Unis qui sont à plus de 17%, mais tous les autres se situent autour des 10%. Et quand on revoit, nous, la France, on est plutôt à 11% des dépenses de santé, 11% du PIB pour les dépenses de santé. Et cet élément-là servira de base de calcul pour les différents impacts de systèmes de santé et les différents systèmes de santé. On va commencer par les Britanniques. Pourquoi on commence par eux? Parce que mine de rien, ils ont été pionniers dans le développement durable dans leur système de santé, avec une prise de conscience qui a démarré très très tôt, puisqu'ils étaient autour de 30 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur une évaluation établie à partir de 2015. Et donc là, ils ont fait plusieurs projections. La première, c'est celle qui est en rose. Si on ne fait rien, ben, notre système de santé ne fera que progresser dans les émissions globales, avec une progression autour de 2050, qui est censée être l'année de neutralité carbone, qui pourrait augmenter de 31%. Par contre, si on s'abstient aux éléments les recommandations internationales, l'idée, c'est d'avoir un objectif et une baisse de 30% des émissions liées au système de santé pour 2050. Et la troisième projection, c'est se conformer aux obligations nationales et internationales avec une baisse de plus de 58%. Et en fait, si on veut avoir une vraie trajectoire qui serait neutre et qui répondrait aux recommandations du GIEC, notamment celle de 2021, cet impact, ou en tout cas ces émissions de gaz à effet de serre liées au système de santé, devraient baisser de 80%. Et étant donné qu'ils ont démarré très très tôt leurs actions depuis 2016, ils se sont fixés des diminutions. Alors, 2015, l'année d'après, à moins de 10%, et on voit que en 2020, ils ont déjà dépassé l'objectif de la trajectoire fixée initialement, puisqu'ils ont réduit de 20 millions de tonnes d'équivalent CO2 en termes d'émissions liées au système de santé, qui correspond à 34% des émissions, avec un objectif à 50% pour 2025. Donc 15 millions de tonnes supplémentaires.
Ils sont plutôt sur la bonne trajectoire, mais que font les autres pays? On va passer aux États-Unis. C'est une publication de PLOS ONE qui date de 2017 par Eckermann, qui a fait une évaluation des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue décrite en millions de tonnes d'équivalent CO2 et en pourcentage des émissions globales de l'ensemble du pays. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'entre 2003 et 2013, ces émissions ne font que progresser. Il n'y a pas d'évaluation statistique avec des petits p, mais on voit que ça ne fait que progresser avec un système de santé qui représente 10% des émissions globales de gaz à effet de serre du pays. Et cette publication est plutôt intéressante parce que, comme je l'ai dit, sur les émissions globales, on est autour de 500 millions de tonnes d'équivalent CO2 versus 7 milliards de tonnes. Donc, on voit qu'en pourcentage, on passe de 7,2% à quasiment 10% en 2012 et 2013. Mais il y a aussi d'autres indicateurs qui sont dans cette publication et on va les reprendre un par un sur ce petit tableur. Pourquoi? Parce que depuis le début, ou en tout cas jusqu'à présent, on vous présente l'impact environnemental du système de santé en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, cette émission de gaz à effet de serre est basée sur une quantification en kilogrammes ou en tonnes d'équivalent CO2. Alors, pourquoi le CO2? Je vais faire une petite parenthèse. Les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui vont piéger le rayonnement solaire qui normalement traverse la couche d'ozone, arrive sur la surface de la Terre avec une absorption partielle sur la couche d'ozone, tape sur le sol, est absorbé à 5-10%, puis va être redirigé vers l'extérieur, donc doit retraverser l'atmosphère pour être éliminé en dehors de la partie atmosphérique ou de la surface terrestre. Le problème, c'est que tout gaz composé de plus de 3 molécules va être un gaz à effet de serre. Par exemple, l'eau, H2O, est un gaz à effet de serre puisqu'il est constitué de plus de 3 molécules. Donc, tous les gaz, ou en tout cas toutes les émissions au-delà de ces 3 molécules, vont être des gaz à effet de serre avec des demi-vies, des durées de vie différentes, et vont être comparés au gaz le plus produit par l'activité humaine, qui est le CO2. Et donc, tout ce qu'on va décrire sur ces émissions de gaz à effet de serre va être basé sur ce CO2. J'ai fait cette introduction qui sera reprise dans les bilans carbone. Donc, toutes les émissions de gaz à effet de serre vont être transcrites ou décrites sur des équivalents CO2. Et donc là, le système de santé, on est à 6,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui représentent 9,8% des émissions globales. Et si on regarde plus précisément, c'est comme si on mesurait, pour ceux qui, on est tous dans le système de santé, c'est comme si on avait une pathologie type appendicite et qu'on avait comme seul outil un thermomètre pour faire le diagnostic de l'appendicite. Donc, on se dédouane de l'examen clinique, on se dédouane de l'imagerie, de la biologie, etc. Et donc, certes, le CO2 est un élément qui mesure cet impact environnemental, mais il y en a d'autres. Les autres, c'est le potentiel d'acidification. Pourquoi? Parce que ce potentiel d'acidification, comme l'a décrit Jeanne hier, va avoir un impact sur les pluies et sur la qualité des sols et sur la qualité de la nappe phréatique et va entraîner aussi un impact sanitaire. Donc ça, c'est le potentiel d'acidification. Il y a aussi les émissions de particules fines. D'accord? Ces émissions de particules fines vont avoir un impact sur le système respiratoire des populations. Et donc, c'est un autre élément qu'il faudrait prendre en compte. Alors, vous vous rappelez tous du scandale du diesel, notamment en Europe et en France. Donc, on a mis des filtres à particules dans toutes les voitures diesel.
en pensant qu'on allait réduire ça, et puis on s'est intéressé aux émissions de CO2, mais on a oublié tout le reste. Et on a oublié ce que les émissions de particules, une fois que ces filtres sont déposés, sont retraités, faisaient sur la santé humaine. Il y a un autre élément qui est l'eutrophication de l'eau. L'eutrophication de l'eau, c'est-à-dire que déjà l'eau potable et l'eau douce est une ressource très très rare. Si en plus on participe à la pollution et à la dégradation de la qualité de cette eau, et on le verra sur d'autres exemples, on va en parler peut-être pour l'anesthésie, entre les gaz halogénés qui, certes, lorsqu'on les utilise, ont un impact sur le CO2, bah, si on veut les remplacer par une anesthésie intraveineuse, on va peut-être diminuer Mmh. ce paramètre-là qui est l'émission de gaz à effet de serre, mais on va augmenter l'autre paramètre qui est l'eutrification de l'eau. Un autre paramètre qui est la déplétion de la couche d'ozone. On en a parlé tout à l'heure sur le protocole de Kyoto. Donc certes, il y a des gaz qui vont avoir un, des émissions, en tout cas un effet de serre, et il y en a d'autres qui vont avoir, en plus de leur effet de serre, un effet de déplétion de la couche ozonique qui aussi va influencer le paramètre de réchauffement climatique. Il y a l'oxydation ou le potentiel d'oxydation photochimique. En gros, c'est la formation de la fumée. Donc, entre ce paramètre, la formation de la fumée et les émissions de particules fines, on l'a vu là en actualité, vous avez entendu parler qu'à New Delhi, ils sont de nouveau reconfinés, pas à cause du Covid, mais à cause de la pollution atmosphérique générée qui a entraîné beaucoup de maladies respiratoires et qui a entraîné un confinement ou un reconfinement de la population, cette fois-ci pas à cause du Covid, mais à cause de la pollution atmosphérique et du potentiel d'oxydation photochimique avec les formations de fumée. Il y a aussi le potentiel d'écotoxicité, d'accord? Et ce potentiel d'écotoxicité va avoir un effet sur la santé humaine. Donc, ils les ont différenciés entre un effet cancer sur la santé humaine et un effet non-cancer sur la santé humaine. Et ce paramètre-là est décrit en équivalent benzène, comme c'est le paramètre cancer, et un équivalent toluène, quand c'est un paramètre non-cancéreux. Et donc, on voit que ces paramètres-là, sur le plan national et sur le plan de la santé, peuvent représenter entre 10 et 12%. Et regardez là, pour le potentiel d'acidification, les particules fines et surtout l'eutrification de l'eau, eh ben, ça va de 1,5 à 11%. Donc le système de santé en pourcentage national sur l'ensemble des émissions ou l'ensemble de l'impact environnemental de l'activité humaine et industrielle n'est pas négligeable. J'introduis aussi une, une autre notion qu'on appellera le daily lost. C'est quoi le daily lost? C'est Disability Adjusted Life Years, qui signifie l'espérance de vie corrigée de l'incapacité. Et en fait, c'est une unité de mesure utilisée par l'Organisation mondiale de la santé, d'accord, qui mesure l'impact négatif sur la santé et considère la perte de données productives. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, pardon, on a dit ça hier, les émissions de gaz à effet de serre et l'ensemble de ces éléments polluants vont entraîner un impact sanitaire sur la population qui va leur faire perdre, un, des années de vie, deux, des années de qualité de vie. C'est-à-dire que la personne sera malade, ne pourra plus travailler et va entraîner une perte d'heures de travail et une perte de qualité de vie pour la société. Et donc, c'est décrit en perte d'années productives, donc pour cause de décès ou de maladie. Et donc, une fois que j'ai parlé de ça, regardez cette description de manière encore plus précise en fonction du secteur de santé concerné. Donc, ça va les hôpitaux, aux
professionnels de service, aux autres systèmes sanitaires. Et là-dedans, ils incluent leur système d'assurance, les investissements en santé, ainsi que la production industrielle. Et donc, chaque paramètre va représenter un pourcentage, ou chaque secteur de santé va représenter un pourcentage dans l'impact sanitaire de ce système de santé. Et ce système de santé qui est censé promouvoir la santé va avoir un effet avec un impact négatif sur la santé des êtres humains, et on va voir l'impact clinique direct de chacun de ces paramètres. Je passe rapidement au système australien. Donc, à chaque fois, je vais d'abord parler des émissions de gaz à effet de serre parce que ça a été pendant des années le paramètre phare pour évaluer l'impact environnemental du système de santé, et on va le décliner sur les autres paramètres que je viens de décrire. Donc, pour les Australiens, ils sont à plus de 4 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, d'accord, sur 35 millions de tonnes, ce qui représente à peu près 8,8% de leurs émissions de gaz à effet de serre globales. Et donc, pareil que pour l'ensemble de ces études, c'est sectorisé, comme on le voit dans ce camembert, entre le système hospitalier public, le système hospitalier privé, donc on voit que c'est plutôt prépondérant sur le public. Ils ont dissocié de ça toute la partie pharmaceutique, donc il y a les médicaments ou les émissions de gaz à effet de serre liées à la pharmacie, aussi bien hospitalière que de ville. Il y a les investissements en termes de bâtiments, en termes de recherche, en termes de pratique. Et là-dedans, il y a aussi le transport, l'administration, les applications, et ils ont dissocié la partie dentisterie à part. Les Canadiens, eux, sont plutôt sur la même échelle de progression, puisque leurs émissions de gaz à effet de serre liées au système de santé ne fait que progresser entre 2009 et 2015, avec une proportion qui reste plutôt stable, autour de 4,5 à 4,6% des émissions globales du pays, avec un investissement pour le système de santé en pourcentage par rapport au produit intérieur brut qui reste stable autour de 10%. Alors eux, leur dissociation, ou en tout cas leur interprétation de ces émissions de gaz à effet de serre concerne essentiellement les éléments de production d'énergie et les éléments sociaux. Donc c'est 22% pour l'électricité, l'extraction de gaz, ou en tout cas des ressources énergétiques fossiles, représente 17%, donc ils l'ont dissocié en partie consommation et en partie extraction. Et il y a aussi l'aspect social de ce système de santé, l'aspect administratif aussi. Et comme on est toujours sur ce système australien, on avait parlé tout à l'heure du paramètre perte de la durée et de la qualité de vie de la population. Et donc là-dedans, ils ont mis le total de ces délices qui est représenté en années perdues sur l'ensemble de la population. Et comme on a pris tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé des émissions de particules fines, des affections respiratoires à cause d'éléments organiques, soit cancérigènes, soit non cancérigènes. Et donc, on avait dit que c'était en équivalent toluène, en équivalent benzène. Il y a les particules fines sur la partie organique et la déplétion de la couche d'ozone. Et donc, regardons pour chacun de ces paramètres. Changement climatique, c'est en termes de réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. On est à 8410 ans de perte de qualité de vie et d'années de vie sur la population générale à cause du paramètre réchauffement climatique. Sur les particules fines, on est à plus de 13 700 heures
perdu sur la population générale. Les autres paramètres représentent beaucoup moins, on est entre 20 et 660 pour l'impact soit de la déplétion de la couche d'ozone, soit les émissions de particules impactant la santé humaine, cancérigènes et non cancérigènes. Et donc ces paramètres-là, comme on l'a vu sur le système américain, peuvent aller pour le potentiel d'acidification jusqu'à 6,6% des émissions globales ou de l'impact global du pays que pour le système de santé. Alors, ceci est un élément comparatif parce que tout à l'heure, quand on a parlé des émissions de gaz à effet de serre pour chacun des pays, on voit que l'évaluation de ce paramètre-là n'est pas équivalente dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est de plus en plus réglementé avec le scope 1, scope 2, scope 3. Mais quand on voit l'évaluation de ces émissions dans la publication de chacun des pays, eh bien, on voit que, par exemple, les Canadiens, ils prennent en compte le système hospitalier, le système de médecine de ville avec les institutions liées aux capacités ou en tout cas au système de santé du pays et ils ne prennent pas en compte la partie pharmacie, la dépense en termes d'investissement de santé, pas l'industrie, alors que par exemple les États-Unis prennent en compte ces paramètres-là et l'Australie de manière variable parce qu'ils prennent en compte la pharmacie hospitalière et pas la pharmacie de ville, etc. Donc on voit que l'élément comparatif de ces émissions n'est pas équivalent puisque à ce jour, pas tous les pays ont fait ce travail-là d'évaluation de l'impact environnemental de leur système de santé. Et d'autre part, la méthodologie n'est pas homogène entre les pays qui ont déjà fait ce travail. Puis arrivent récemment de nouveaux articles ou en tout cas de nouvelles publications avec une méthodologie plutôt bien rodée basée sur l'analyse de cycle de vie du service. Et cette analyse du cycle de vie du service, qui est le service de santé, va aboutir aux publications chinoises et japonaises que je vais décrire tout à l'heure. Donc on voit que les Japonais, que les Chinois, leur système de santé va émettre 2,7% des émissions de gaz à effet de serre globales du pays, ce qu'on peut comprendre puisque c'est un pays extrêmement industrialisé. Donc, ce n'est pas équilibré comme les autres pays moins industrialisés qui sont l'Australie et la Chine, mais en tout cas, ça représente plus de 315 millions de tonnes d'équivalent CO2 du pays qui représente, comme je l'ai dit, 2,7% des émissions globales du pays. Alors, en plus d'avoir dissocié ce scope-là d'émissions en plusieurs morceaux qui sont la partie agricole, pharmaceutique, les autres secteurs, comme les Australiens, la consommation et la production d'électricité, les paramètres chimiques. Et là, ce graphique-là, qui est peut-être un peu imbitable, mais je le trouve extrêmement séduisant, c'est qu'il y a certes des sources d'émissions de gaz à effet de serre, mais ils ont été voir plus loin parce que ça pourrait nous intéresser en fonction du secteur sur lequel nous voulons intervenir. Donc, soit on veut intervenir sur les éléments de construction des structures de santé, soit on veut intervenir sur les institutions médicales, la partie recherche et administration ou la partie production et consommation pharmaceutique. Et donc, pour chacun de ces paramètres-là, vous avez vu l'électricité, l'essentiel de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre liées à cette consommation d'électricité va dans les institutions médicales, beaucoup moins dans la construction et arrive en deuxième position à la partie pharmaceutique. Donc, vous voyez, c'est ce paramètre-là, électricité, qu'on voit dissocié sur la distribution à différents secteurs sur lesquels on choisit d'agir.
Pareil pour les ressources agricoles, parce que forcément, un système de santé, on en a parlé tout à l'heure pour l'alimentation, va être consommateur de ressources agricoles pour l'alimentation des patients. Et pour la production des médicaments et des systèmes pharmaceutiques, et regardez, bien sûr, en toute logique, il n'y a aucune liaison entre cette source d'émissions agricoles et la construction. Enfin, peut-être qu'il y a une partie bois, mais qui doit être insignifiante, puisqu'on le voit sur le tout petit trait qui va vers la partie construction. Donc, j'ai trouvé ce modèle-là et ce graphique-là très intéressant parce que ça permet d'avoir une analyse ou en tout cas une compréhension de cette analyse de cycle de vie qui a pris un autre tournant dans l'évaluation de l'impact environnemental. Et bien sûr, c'est transposé à ce qu'on fait aujourd'hui dans le système industriel et qui aujourd'hui est transposé au système de santé. J'ai parlé aussi des Japonais. Alors, les Japonais sont à 62 millions de tonnes d'équivalent CO2 en termes d'émissions liées au système de santé, qui, pareil que les autres pays à leur niveau, représentent 4,6% des émissions totales du pays. Et ils ont procédé de la même manière que les autres, avec la répartition sur les différents secteurs de système de santé. Et là, j'ai mis ce diagramme-là parce que cette répartition, ils l'ont fait soit sur les dispositifs médicaux, soit sur la partie hygiène, la partie nursing et services et la partie formation. Et dans chaque paramètre, il y a des sous-unités qui va de l'hospitalisation à la partie médicale non hospitalière, à la partie pharmacie. Et donc, ça, c'est un autre paramètre qui nous permet d'avoir une vision encore plus schématique de la distribution de ces émissions, en tout cas de cet impact environnemental, sur lequel on pourrait avoir des actions et une réflexion pour la diminution de cet impact environnemental. Le pourcentage de ces émissions, encore une fois, c'est ce que j'avais dit sur le diagramme d'avant, et c'est juste illustré en histogramme avec une répartition en termes d'émissions progressive entre 2011 et 2015 qui passe de 4,6 à 5,2%. Donc, ça va de manière progressive, comme nous l'avions vu sur les autres pays. Autre indicateur plutôt intéressant, c'est quelle est la part d'émissions en fonction du secteur de pathologie concernée. Donc, on voit que la pathologie cardiovasculaire au Japon est la première source émettrice de gaz à effet de serre, surtout après 65 ans. Et donc, c'est ce qu'on disait hier, le fait d'anticiper et de faire de la médecine préventive sur ces pathologies-là permettrait d'économiser l'impact environnemental lié à la prise en charge de cette pathologie, d'accord, qui aussi va permettre de réduire l'impact sanitaire de cet impact environnemental du système de santé. Et on voit aussi qu'il y a des sources de production de gaz à effet de serre qui sont extrêmement consommatrices de ressources et donc un impact environnemental qui va de pair. On a la pathologie néonatale en termes de pourcentage, mais on voit que la pathologie néoplasique et hématologique a aussi sa part de marché. Donc, si on prend en compte les éléments de comparaison entre les pays, je n'ai pas de données sur la France. C'est à travers ce rapport-là, qui est basé sur les calculs de l'OCDE, que j'ai trouvé le calcul pour le système de santé français, qui représente 34,4 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 6,9% des émissions globales du pays. Et si on rapporte ça par habitant, on est à 0,52 tonnes d'équivalent CO2 par habitant en France, uniquement lié au système de santé. Et donc,
encore une fois, c'est des calculs qui, sur des indices, vont multiplier par un algorithme la dépense globale du système de santé français par cet algorithme-là qui va faire sortir ces chiffres-là, puisque aujourd'hui, ce travail, comme on l'a vu chez les Américains, les Japonais, les Canadiens et les Chinois, n'a pas été encore établi sur le reste des pays de l'Europe et encore moins en France. Toujours sur cet élément de comparaison, on va introduire un nouveau concept qui est l'intensité de CO2. C'est quoi l'intensité de CO2? L'intensité de CO2, c'est les émissions de gaz à effet de serre émises par euro ou par dollar dépensé. Et en fait, pour chaque dollar dépensé, on va avoir, pour la santé, excusez-moi, pour chaque dollar dépensé pour le système de santé, on va avoir une équivalence en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc une équivalence en termes de CO2 équivalent. Et donc là, en vert, on a les pays qui sont plutôt à la baisse sur cette intensité CO2. Et donc, si je reprends de manière schématique ce qu'il y a ici, regardez, là, en trait, la courbe indique les dépenses des systèmes de santé par habitant sur chacun de ces pays-là. En ligne continue, c'est les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Et là, c'est les émissions globales. Et l'intensité CO2, encore une fois, c'est les émissions par euro dépensé. Je vais commencer par décrire ce que l'on fait en France. Donc, en France, les dépenses de santé ne font que augmenter depuis l'année 2000. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant vont rester stables, voire un tout petit peu diminuer. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées au système de santé par habitant. Et on voit que l'indexation de l'un sur l'autre nous montre qu'il y a une intensité CO2 qui ne fait que baisser. C'est-à-dire que certes, on augmente notre dépense de santé, mais l'intensité CO2, l'impact de cette dépense de santé en termes d'émissions de gaz à effet de serre ne fait que baisser. Ce qui n'est pas le cas pour la Chine, puisque cette dépense de santé, certes, ne fait qu'augmenter, mais les émissions de gaz à effet de serre par habitant ne font que monter. Certes, de manière parallèle, ce qui rend cette intensité CO2 stable, mais on pourrait imaginer qu'ils fassent des efforts pour que ça soit à l'instar des autres pays, et c'est essentiellement les pays européens qui sont sur cette courbe descendante d'intensité CO2. Et ce que l'on voit, ce qui n'est pas décrit là, c'est que moins un pays est développé, plus son intensité CO2 va augmenter. Je prends le cas de la Turquie, qui certes a une dépense de santé qui est légèrement à la hausse, mais son impact environnemental est aussi à la hausse, ce qui fait qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on disait hier, pour la sensibilisation à l'impact environnemental du système de soins, moins on a les moyens de nos ambitions sur ce système de soins, moins on est sensibilisé, plus l'impact et l'intensité CO2 de notre investissement sanitaire augmente, ce qui en fait va avoir un effet boomerang puisque cet impact environnemental péjoratif de ce système de santé va faire que ça ne va pas promouvoir, mais ça va déprimer la qualité de vie et la santé des populations. Mehdi, Oui, la Chine, tu dis qu'elle, ça augmente énormément, mais c'est parce que c'est eux qui sont producteurs essentiellement de tous nos produits de santé. C'est pour ça aussi, non? C'est parce que c'est inclus là-dedans ou pas? C'est ça alors l'explication? non, parce que les produits de santé exportés sont comptabilisés dans leur bilan industriel. Le bilan, ou en tout cas les dépenses, je reviens à la partie chinoise, les dépenses telles qu'elles sont décrites sur ces diagrammes-là, c'est les dépenses consommées localement.
c'est-à-dire que leur production pharmaceutique et industrielle, comptabilisées dans leur impact sanitaire, d'accord, sont celles qui sont consommées localement. Les autres, et c'est écrit dans leur méthodologie, je vais vous faire suivre l'ensemble des articles desquels j'ai extrait ces données. Les autres parties, en tout cas, production et exportation des dispositifs médicaux et de la pharmacie sont comptabilisés dans leur bilan industriel et non pas sanitaire. Alors, pourquoi il augmente, leur intensité augmente, hein? Alors, ce n'est pas que leur intensité augmente, c'est que contrairement à la France qui, certes, augmente ses dépenses de santé, mais en même temps fait des efforts pour baisser les émissions de gaz à effet de serre liées à ce système de santé. Ce qui fait que ça, on a une intensité qui est plutôt sur une courbe descendante. Là, pour la Chine, regardez, les dépenses et les émissions, d'accord, ne font qu'augmenter de manière parallèle. Certes, l'intensité reste stable, mais il n'y a eu aucun effort de fait pour diminuer l'impact environnemental du système de santé alors je parle entre 2000 et 2015. Hein. Et c'est donc essentiellement sur peut-être leurs produits. C'est pareil, c'est parce que nous, les efforts de notre système de santé, c'est vraiment au niveau la façon de produire notre énergie, hein, qui fait que ça reste bas. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Alors, il y a Non, certes, je sais pas, il y a des commentaires dans cet article là-dessus ou pas spécialement? Enfin, je pas forcément. t'avoue que je n'ai pas été aussi profond dans la Ah, discussion. ok, ça marche. Mais, ça mériterait une relecture parce que peut-être que la France diminue son impact environnemental parce qu'on ne compte pas la dépense industrielle sur les dispositifs médicaux qu'on consomme. Mais je t'avoue que je n'ai pas été aussi profond dans la lecture de la discussion de l'article. Du coup, Mehdi, ça rejoint aussi une question que j'avais aussi pour Florence, mais je vais poser tout à l'heure pour ralentir parce qu'on était au bout. À chaque fois, quand on parle justement de l'impact, dans toutes les publications que vous citez, il y a toujours la précision si c'est les émissions directes et indirectes, ou est-ce que parfois, justement, on est sur des modes de calcul avec uniquement les émissions directes, et du coup, ce qui fausse plutôt l'évaluation, je pense. Non, alors, ça va venir sur les prochaines diapositives, mais là, on est sur les directs et les indirects, puisque vous l'avez remarqué, sur tous les articles qu'on vient de citer, on est sur la production d'électricité, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est inhérent à la partie indirecte, ce qu'on appellera tout à l'heure scope 1, scope 2, scope 3, on va le décrire et on va en parler plus largement, mais ça concerne les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Ok. J'en étais où? Là. Donc, toujours dans cette comparaison internationale des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on disait et c'est ce qu'on décrivait en termes de production industrielle, c'est-à-dire que les industriels des systèmes de santé, d'accord, sont les plus gros pourvoyeurs des émissions et donc c'est ceux qui participent le plus à ce pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre, qui pourrait expliquer ce que l'on voit sur le système chinois. Et on voit que le système hospitalier conventionnel, par rapport à un système ambulatoire, d'accord, il n'y a pas photo, là, il n'y a pas une comparaison statistique, mais on voit que le système de santé ambulatoire va être moins pourvoyeur d'émissions de gaz à effet de serre qu'un système hospitalier. Ce qui nous ferait introduire un sujet qu'on va aborder sur les prochains modules, qui est la conception même du circuit patient et la conception même de la stratégie sanitaire nationale. Alors, les investissements, la partie administrative, etc., on voit que c'est plutôt à gauche en termes de pourcentage de participation à ces émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, sur le plan national, ou en tout cas auprès des tutelles ministérielles, on pourrait discuter sur ces paramètres-là de dispositifs médicaux. Et là, c'est la question que vous vous posez tous les jours, puisque lors de notre réunion de présentation,
tout le monde a parlé des dispositifs médicaux à usage unique versus réutilisables. Et les éléments de loi qui rentrent en vigueur, qui, en termes de pollueurs-payeurs, j'espère que ces éléments-là vont contribuer à faire glisser cet histogramme, ou en tout cas ce bloc-spot, plutôt vers la gauche. Le système hospitalier, c'est pour ça qu'on est réunis, c'est pour trouver des pistes de conception écologique du soin et de notre système de santé. Et c'est toute la réflexion, et Laure a rédigé un très bel article qu'on vous fera suivre dès qu'il sera publié dans la revue du praticien, sur la conception écologique du parcours patient. Et elle en parle aussi pour la pose des dispositifs intraveineux de longue durée, et aussi pour ce type d'hospitalisation conventionnelle versus ambulatoire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mehdi, excuse-moi. Oui. Juste, peut-être que tu l'as déjà dit, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on met exactement dans Medical Retailers et dans Hospitals? Alors, hospital, c'est les hôpitaux, c'est le système hospitalier conventionnel. Dans ambulatoire, c'est le système hospitalier ambulatoire, au sens large du terme. Ambulatoire, c'est l'hospice de jour ou c'est les consultations externes? Alors, ça inclut l'hospitalisation de jour, D'accord, pas les consultations. Et dans hôpital, c'est la structure et le fonctionnement des lits, C'est la etc., du structure bloc? et le fonctionnement même de la structure. Et dans D'accord. ambulatoire, il y a l'hospitalisation ambulatoire, ou en tout cas les hôpitaux de jour, et il y a aussi la partie consultation et consultation de ville. OK. Et le Medical Retailers, du coup, c'est tous les tous produits, les DMI? C'est tous les industriels du système de santé, du dispositif médical au sens large jusqu'aux médicaments et à la pharmacie. D'accord. Et les robots et tout, c'est dedans aussi? Tout ce qui est Tout ce qui est produit, d'accord. OK. dispositif médical est inclus dans Medical Retailers. OK, merci. Alors, on a parlé hier de différents organismes. Normalement, ça devait être traité sur ce module-là, mais ça sera traité pour le module d'après. Il y a Healthcare Without Harm, qui est l'équivalent du C2DS français, mais à l'échelle internationale, qui a fait une évaluation comparative de l'impact environnemental des systèmes de santé à l'échelle mondiale, où, bien sûr, caracole en tête les États-Unis avec 27% des émissions de gaz à effet de serre liées au système de santé mondial, qui est inhérente au système américain. Arrive derrière la Chine, d'accord, puis l'Europe. Et là, il y a les autres pays, et on va le voir dans la courbe, qui ont procédé à cette évaluation, avec la Russie, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, etc. Et ils ont mis tous les autres dans le même panier parce que ça reste une évaluation plutôt globale. Et si on regarde plus précisément ce qui est publié, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, les chiffres sont un petit peu discordants, d'accord, parce que tout à l'heure, je vous avais dit que la France, on était à 6,4%. Là, on est entre 4 et 5. Il y a des chiffres à 4,6%. Oui, il est là, qui est publié. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre, en tout cas à l'échelle mondiale, diminuent, parce que, encore une fois, les systèmes les plus producteurs de santé, c'est les systèmes de santé des pays les plus développés, et qui ont commencé à avoir cette sensibilité en termes d'impact environnemental de leur système de santé, et ont commencé à baisser progressivement, ou en tout cas à mener des actions correctrices pour la réparation ou la diminution de leur impact environnemental. Et là-dedans, il y a certes le dioxyde de carbone, mais il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote. Et on voit que, en tout cas sur ce paramètre-là, c'est probablement sur les éléments agricoles que ce paramètre-là rentre en ligne de compte. Mais en tout cas, en termes d'émissions globales sur du scope 1 et 2 et le protoxyde d'azote, on voit que la répartition est
essentiellement pour le gaz le plus produit par l'activité humaine, qui est l'équivalent CO2. Et donc, parce que là, ça dit la même chose. Donc, tout à l'heure, nous avions parlé des différents scopes. Le scope 1, qui est les émissions directes, qui inclut l'ensemble des activités ou des émissions liées à l'activité directe du système hospitalier en incluant le transport. On a le scope 2 qui est plutôt les émissions indirectes liées à la partie industrielle avec dispositifs médicaux, pharmacie, etc. Et on commence à parler de plus en plus du scope 3 qui est lié au système d'investissement, à la valorisation ou en tout cas à la rentabilité capitale des locaux, au traitement des déchets, au traitement de l'énergie et aux paramètres production industrielle et transport des dispositifs médicaux. Ça sera très, très détaillé dans le bilan de gaz à effet de serre qui sera traité au prochain module par Madame Hernandez. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça sera très détaillé pour savoir comment on calcule un bilan de gaz à effet de serre et quelle est la répartition des différents scopes. Sur cette diapositive-là, toujours extraite de l'article de Healthcare Without Harm, on compare le système européen, parce que nous, on est inclus dedans. Donc, notre émission de gaz à effet de serre en Europe est équivalente à 249 millions de tonnes d'équivalent CO2, qui représente 0,49 tonnes par habitant. Donc, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure pour le système français où on était à 0,52 et une moyenne qui est à 4,7%. On l'a vu tout à l'heure, on est plutôt entre 4,6 et 6,2% d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des évaluations entre l'évaluation des pays de l'OCDE et celle de Healthcare. Sachant que ces pays-là, comme je l'ai décrit sur la première diapositive, on est autour de 10% en dépenses de santé, 10% du PIB par pays en dépenses de santé. Si on se compare aux Chinois et aux Américains, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les Américains sont à 547 millions de tonnes, ce qui représente 7,6%. Donc ça, c'est des données de 2019. L'article que je vous ai mis tout à l'heure de Plus One date de 2017 et s'arrête à 2013. Donc ça, c'est les données les plus récentes. Et comme on l'a dit, la pression ou l'intensité CO2 est plutôt à la baisse dans ces pays développés. Et donc, la dépense de santé, comme on l'a dit, on est autour de 17%. Ça, c'est les nouvelles données. On est à 16,5%. Avec une équivalence par habitant à 1,7 tonnes équivalent CO2. Donc, c'est plus de 3 fois l'émission par habitant en termes européens pour un investissement de santé qui est à quasiment le double. On parle de la Chine. Alors, la Chine, ils sont plus de 1 milliard et donc par habitant, ça fait baisser leur index puisqu'ils sont plus bas que l'Europe, ils sont à 0,25. Mais étant donné leur vaste étendue et leurs émissions, ils sont plutôt à 4,8% en termes de dépenses de santé par rapport aux Pays-Bas et ça représente 2,7 à 3% des émissions globales du pays. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, cet article, je le trouve extrêmement intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que tout à l'heure, j'avais dit qu'on avait un thermomètre pour faire le diagnostic d'une péritonite. Et donc là, il s'est intéressé aux différents impacts environnementaux en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc ça, c'est cette partie-là grise.
Et regardez, là, c'est les ombres, plus elles sont claires, plus c'est des émissions directes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé du scope 1, scope 2, scope 3. Donc là, le gris clair, c'est le scope 1, le gris un peu plus foncé, le scope 2, le gris très foncé, le scope 3. Donc c'est direct et indirect. Ça ne concerne pas tous les pays, ça concerne uniquement les pays qui ont fait le travail de calcul et de publication de leur impact environnemental. Donc le U, c'est pour USA, les États-Unis, le J, c'est pour Japon, le G, c'est pour Grande-Bretagne, le B, c'est pour Brésil, le C, c'est pour la Chine, et le I, c'est pour l'Inde. Et donc on voit qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en pourcentage du système de santé sur les émissions nationales, les États-Unis sont à plus de 6%, le Japon aussi, la Grande-Bretagne est sur l'échelle européenne qui est entre 4 et 4,5%, beaucoup moins le Brésil, la Chine, on l'avait dit, on était à 2%, et l'Inde, puisque c'est un pays qui est extrêmement, qui est producteur qui est la pharmacie, en tout cas l'usine pharmaceutique mondiale. Donc, ça a fait exploser leur impact, sachant qu'ici, on prend le scope de 1 à 3. Si on parle de particules fines, je rappelle que les émissions de particules fines vont avoir un effet sanitaire direct sur les systèmes respiratoires, avec la survenue de maladies respiratoires chroniques de type troubles ventilatoires obstructifs, asthme, BPCO, sinusite, maladies respiratoires chez l'enfant. Et donc, ça représente 3,4 millions de tonnes d'équivalent. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas CO2, c'est SO2, pardon. Et donc, pareil, les États-Unis arrivent en tête, puis le Japon, la Grande-Bretagne, le Brésil, la Chine et l'Inde. Et c'est des émissions, encore une fois, qui sont calculées sur les différents scopes de 1 à 3. L'acidification, c'est plutôt celle-ci, d'accord? Pareil, scope de 1 à 3, et c'est décrit en pourcentage, et on est à 6,1 millions de tonnes d'équivalent SO2. Et donc, ça va avoir un impact direct sur l'acidification des sols et des eaux qui va entraîner une diminution des surfaces agricoles et entraîner des causes de famine et de mauvaise nutrition. La déforestation est un paramètre en lien direct, comme l'a dit Jeanne hier, avec la survenue de maladies infectieuses. Et celle qui est mise en avant, c'est la survenue de paludisme et de malaria. Donc, c'est une évaluation aussi de l'impact environnemental direct du système de santé en termes de déforestation et de survenue de maladies infectieuses qui concernent jusqu'à 1 million de personnes dans le monde. Donc, il y a 1 million de personnes dans le monde, ou 0,8 million de personnes dans le monde, qui ont des maladies infectieuses, notamment le malaria, directement liées au système de santé mondial à cause de la déforestation. La raréfaction de l'eau, ou en tout cas la pollution et la consommation des ressources en eau sur le plan mondial, c'est jusqu'à 6% pour le système britannique, autour de 5% pour les autres. Et donc, ça représente plus de 7,3 trillions de litres d'eau consommée, ou en tout cas de raréfaction en ressources d'eau directement liées au système de santé mondial. Et là-dedans, encore une fois, on n'englobe que 5 pays et on n'a pas l'ensemble de la production mondiale. Donc, ça, c'est un paramètre, ou en tout cas des indicateurs, et je trouve ce graphique extrêmement séduisant parce qu'il met en exergue plusieurs indicateurs de
environnementaux qui vont avoir un impact sanitaire direct et il relaye l'impact environnemental du système de santé sur ces indicateurs-là, émis ou en tout cas traités dans le sujet de Jeanne hier. Et donc, on voit que le système de santé, sur le plan mondial, a un impact direct sur la santé humaine. Mehdi, Oui, juste, c'était dans, je me rappelle plus, c'était dans l'article. c'est celui-ci. Ah oui, ok. Alors, pareil, je n'ai pas encore fait le Google Drive. J'essaierai de le faire ce week-end et vous envoyer le lien. En tout cas, pour ce topo-là, je vous mettrai dans le même dossier tous les articles desquels j'ai extrait ces données. Alors, on est toujours sur le même article et sur les mêmes éléments. Et là, on décrit sur différents systèmes de santé. Alors là, c'est un petit peu plus large. Les émissions de particules fines. D'accord? Alors ici, c'est en valeur absolue, c'est en kilotonnes. Là, c'est par habitant. Ici, c'est en pourcentage des émissions globales. Et là, c'est en termes d'intensité. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une intensité CO2 comme on l'a vu tout à l'heure sur les graphiques. Ça, c'est une intensité d'émission de particules fines. Et encore une fois, tous ces éléments-là, ce n'est pas des émissions globales du pays, d'accord? C'est en pourcentage d'émissions liées au système de santé. Et on voit qu'en termes de pourcentage, il y a une grosse disparité. Là, pareil, on retrouve des données françaises. Et donc, à droite, on trouve les dépenses de santé par habitant. Et à gauche, le pourcentage d'émissions de particules fines liées au système de santé rapporté aux émissions globales du pays. Et donc là, on voit qu'en France, on est entre 3 et 4 %, on est plutôt à 3,7 % si on reprend les chiffres de l'article. D'accord ? 3,7 % des émissions de particules fines du système de santé français par rapport aux émissions globales nationales. Et donc, je trouve un peu malheureux qu'on ne trouve pas un article dédié au système français et qu'on tombe sur des données françaises uniquement sur ce type d'évaluation internationale. Mais en tout cas, ça mérite d'avoir un œil un petit peu plus critique sur le seul thermomètre qui est les émissions de gaz à effet de serre et avoir une vision globale sur l'impact environnemental de notre activité. Donc là, j'ai fait les particules fines. Ici, la courbe relaye la raréfication, ou en tout cas la consommation en ressources d'eau. Et donc, on voit que plus, alors là, c'est en fonction des pays, en tout cas en fonction de la dépense en système de santé des pays. Alors, elle est un petit peu compliquée, cette courbe, donc je vais la détailler un petit peu plus. Donc là, en fonction, et c'est décrit en log 10, en fonction de la dépense du pays dans le système de santé, d'accord, notre ressource en eau reste importante. Alors, chaque pays ou chaque petit rond représente un pays et une année. Encore une fois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, la surface du rond, d'accord, représente la population. Et on voit que plus on est pauvre, enfin, plus notre dépense en système de santé est basse, donc on est pauvre, d'accord, moins on a de ressources et plus on va dépenser cette ressource. Et à l'inverse, plus on est riche, d'accord, plus notre disponibilité en eau est importante, d'accord, et même si notre disponibilité est importante, notre consommation, d'accord, suit la même courbe de manière exponentielle.
Et donc, quand on parle de raréfication de l'eau, ce n'est pas uniquement la consommation, mais c'est aussi les termes qu'on a repris tout à l'heure en termes de pollution de nappe phréatique. Donc, ce paramètre-là qui est water scarce, c'est raréfication de la ressource en eau, inclut d'une part la consommation et d'autre part la pollution ou en tout cas le gâchis en eau potable que peut engendrer notre impact environnemental. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, que faire? Eh ben, c'est exactement la raison pour laquelle on est réunis tous autour de cette formation et qu'on est en train de constituer notre réseau et nos partenariats, puisque l'Organisation mondiale de la santé commence, grâce à ces données, à émettre des documents stratégiques pour diminuer l'impact environnemental des systèmes de santé. Et donc, je ne vous cache pas que c'est à travers ces éléments-là que nous avons construit le squelette et l'esprit même de cette formation, avec un meilleur management des ressources, un approvisionnement durable, une réduction des émissions, pas uniquement de gaz à effet de serre, mais des particules fines, d'acidification et d'eutrification liées au système de santé, en adoptant des stratégies et des politiques de prévention, comme on l'a vu tout à l'heure sur les maladies cardiovasculaires et les pathologies néoplasiques. Si on arrive à les prévenir en amont, ça pourrait réduire les émissions liées à cette activité et avoir un double retour d'intérêt qui est d'une part la bonne santé de la population, deux, la diminution de l'impact environnemental qui, in fine, va revenir sur la partie positive dans l'impact sur la santé de la population. Donc, je ne vais pas détailler tous ces éléments parce que là, j'ai dépassé de 5 minutes. Je passe à la conclusion qui est que l'empreinte environnementale des soins de santé n'ont jusqu'à présent été calculées que sur la base des émissions de gaz à effet de serre et du CO2. Et qu'aujourd'hui, on dispose d'une gamme plus large d'indicateurs environnementaux qui sont connus pour nuire à la santé humaine. C'est ce que nous a décrit Jeanne hier avec la déforestation, l'acidification, la raréfication des ressources d'eau. D'accord ? Et que l'autre paramètre, c'est que plus on est pauvre, moins notre dépense de santé est importante, plus notre impact environnemental de notre système de santé est élevé. On l'a vu pour la Turquie, on l'a vu pour la Chine, même si c'est un pays très riche, mais à l'échelle sociale, il y a quand même une pauvreté de la population sur certaines zones qui est décrite. Et donc, plus on est pauvre, moins on dépense et plus notre impact environnemental est élevé. Donc, pour les pays à revenus élevés, ils ont une efficience et une efficacité environnementale de leurs dépenses de santé, ce que n'ont pas les autres pays. Et je pense que c'est une nouvelle notion à introduire, aussi bien sur les plans régionaux quand on parle en national que sur le plan mondial. Donc, on peut aujourd'hui commencer à analyser les aspects sociaux, économiques et environnementaux de notre système de santé de manière intégrée et systémique pour relier les impacts environnementaux du système de santé à la dépense de santé et à la qualité de la prestation qu'on est en train de fournir. Et comme je l'ai peut-être dit hier, il sera inéluctable que dans les années, les mois à venir, qu'on ait des comités consultatifs de développement durable, d'accord ? Parce que ces éléments-là doivent rentrer en ligne de compte, parce qu'on n'est pas que des illuminés ou des activistes écologiques, on voit que cette activité a un impact environnemental qui va avoir un impact sur la santé qu'on est censé promouvoir. Je vous remercie. Merci Mehdi. Merci. 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 Mehdi, est-ce qu'il y avait quelques chiffres qu'on devrait retenir? Parce que c'est vrai que là, c'est énorme, hein, toutes ces informations-là. Et puis, c'est vrai que
encore des dimensions. Toi, je pense que on commence des fois à s'approprier tout doucement cette dimension-là, ces chiffres-là, mais ce n'est pas toujours si évident. Si on devait, tu vois, en garder quelques-uns en tête ou quelques petits trucs comme ça, parce que Alors, peut-être tu commences à avoir plus de recul que… alors, ce qu'il faut garder en tête, alors si on reprend le système français, les nouvelles données, si on parle d'émissions de gaz à effet de serre du système de santé français, c'est 4,6% des émissions globales de France. Ça, c'est le premier chiffre Et ça, le Shift Project, je crois qu'ils étaient à peu près sur ces zones-là aussi. Bah, le Shift Hein? Project, ils ont repris en fait les données de… Je croyais qu'ils avaient une méthode à part, moi. Non? Non, non, Après, du coup, tu sais, tout à l'heure, Mehdi, tu parlais en fait, quel secteur t'intègre justement dans ton calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Et justement, le shift, ils étaient autour de 5 au départ, quand ils ont repris les données comme ça et avec leur méthodologie propre. Et en fait, quand ils ont augmenté la palette un peu, c'est exactement ce que tu avais montré. En fait, là, dernièrement, entre le rapport intermédiaire de cet été et le rapport final de cet automne, ils ont intégré d'autres indicateurs, justement les transports de patients, etc. Et ils sont montés à 8. Est-ce que tu as des précisions justement sur en fonction des différents papiers, justement, qui sont des papiers internationaux qui parlent de, comme tu le disais, malheureusement, des données françaises auxquelles on n'a pas accès. Est-ce qu'il y a des indications sur quels secteurs, en fait, ont été pris en compte dans ces calculs? Alors, pour l'article de Healthcare Without Harm, j'ai repris exactement leur diagramme. Pour Ouais. les émissions de gaz à effet de serre, ils ont pris les 3 scopes. Le scope 1, 2 et 3. Donc, en fait, là, l'enchaînement de mes diapositives, c'est on parle d'émissions sur le plan mondial et on a pris en compte, d'accord, le scope 1 direct et le scope 2 et 3 qui sont indirects. Et donc, ces 2 scopes sont pris en compte dans leur calcul. Mais je rappelle juste la méthodologie de leur calcul. Ils sont partis de la dépense, d'accord, en dollars. Mm. Ils ont mis en place un algorithme et c'est à partir de l'euro dépensé, d'accord, qu'ils ont émis ces calculs, ou en tout cas ces chiffres-là. Et ce n'est pas comme on fait un bilan de gaz à effet de serre dans une structure de soins où on prend tous les éléments et on fait un chiffrage. Là, c'est une méthode de calcul qui part des dépenses du système de santé sur les chiffres de l'OCDE, avec un algorithme qui, en fonction de la région, du système d'énergie produit, de l'importation, de l'exportation, donc ils ont un algorithme en fonction des régions qui va nous donner ces chiffres-là. On n'est pas sur de la mesure, on est sur du calcul. Nuance. Oui, qu'ils avaient utilisé aussi toutes les données import-export. Alors, je ne sais plus, c'est toute une méthodologie, mais du greenhouse américain, non? C'est pas ça? Si, mais en fait, l'algorithme prend en compte, comme j'ai dit, la dépense. Donc ça, c'est le point de départ. Mais il prend aussi des indices sur la région, sur et pays par pays, sur la production d'énergie, sur les aspects sociaux. En fait, c'est assez complexe. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc que tu peux refaire comme ça. Il n'y a qu'eux qui peuvent finalement savoir expliquer leur méthodologie. Elle n'est pas forcément décrite et accessible. Quoi. Elle est décrite dans leur article. Oui, mais tu n'as pas la méthode, tu n'as pas le calcul, j'imagine, ou si ça se trouve, ils mettent des facteurs. Si, il y a les calculs, mais c'est des calculs qui, moi, à titre personnel, me dépassent complètement. Oui, c'est bien, c'est ce que je me disais. D'accord. Et donc, tu disais pour donc les chiffres importants, je te demandais si on devait en garder quelques-uns en tête. Alors, en termes des messages à passer, pas des messages. En termes d'émissions d'équivalence CO2, c'est 4,6%. D'accord? Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Si on parle si on se remet à l'échelle européenne, on est à 0,49 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Donc, les émissions sont 0,49 tonnes par habitant liées au système de santé. C'est-à-dire qu'entre nos consultations, les médicaments qu'on va chercher à la pharmacie, les examens complémentaires qu'on va faire, là, on n'est pas encore à la crise Covid, mais en tout cas, pour chaque habitant, d'accord, notre dépense de santé va engendrer 0,49 d'équivalent CO2.
pour chaque habitant. Alors Troisième, qu'en moyenne, je crois qu'on a combien de tonnes par habitant par an, nous, en France? Je ne sais plus, je crois que si on doit être à… Parce 9 qu'on ans. doit être à 4, on devrait être à peu près à 1 par habitant au niveau mondial, c'est pas ça? Puis on est à 4, un truc comme ça? C'est pas on un est à genre là? 3, Ça me paraît beaucoup, moi. on est à 3,96 si je me rappelle bien en Donc France. oui, c'est ça. Donc ça voudrait dire que finalement, si on est, on va dire en grosso modo à 4, ça veut dire qu'on a un huitième qui est pour la santé. Exactement. Ah, ok. Et Excusez-moi, oui. je ne pense pas que ça soit le bon calcul. Enfin, je ne sais pas parce que Non, mais c'est pour avoir des ordres de mais sachant que là, par exemple, pour l'Europe, c'est 4,7% de nos émissions. Alors que le système de santé est à l'origine de 4,7% des émissions de gaz à effet de serre globales. Donc, de là à faire un raccourci mathématique en disant on passe de 0,49-10%, je ne suis pas mathématicien, mais je pense qu'on a fait un raccourci un peu brutal en termes de dépenses. Et l'autre paramètre qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que ce que vivent les habitants de New Delhi aujourd'hui, je pense qu'on va les vivre dans les années à venir. Et pour ceux qui habitent dans des agglomérations comme Paris, Marseille, Lyon, etc., Lille, on voit fleurir de plus en plus, mais on n'en parle pas du tout, de ces éléments de particules fines et de pollution atmosphérique, d'accord, ou si vous prenez, enfin pour ceux qui prennent la voiture, il y a comme seule mesure suite au pic de particules fines, réduisez votre vitesse en voiture et c'est tout. Et vous vous rappelez, avant la crise Covid, il y avait des pics de pollution où ils avaient demandé aux voitures paires, impaires de sortir, etc. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et malheureusement, ces éléments-là ne sont pas médiatisés. Nous, on est sensibilisés à la thématique environnementale de notre système de soins, mais ces éléments-là, on en parle très très peu, encore moins en période Covid, mais pas plus loin que la semaine dernière. Moi, je suis en région parisienne. Sur le périph', il y a écrit « Réduisez votre vitesse de 10 km/h, pic de pollution ». Et je pense que ces indicateurs existent. Je pense qu'on a tous des bulletins, enfin, on regarde tous nos bulletins météo tous les jours pour savoir un peu ce qu'on va porter. Est-ce qu'on s'habille chaud-froid? Et je pense que ces éléments doivent figurer de manière quotidienne dans notre activité pour qu'on y soit sensibilisé. Et ces particules fines, on a tous des enfants qui ont eu des bronchiolites, des maladies respiratoires. Certes, il y a une participante infectieuse, mais il y a aussi une participante allergique et ces émissions de particules fines vont avoir un impact direct sur les voies aériennes supérieures et inférieures de nos enfants. On va essayer de faire intervenir un ancien pneumologue, il avait intervenu l'année dernière, mais il avait abordé la question sur l'angle HAS, mais il est pneumologue et il a travaillé pendant des années sur la pollution atmosphérique. Et je pense que ces éléments-là, on n'en parle pas beaucoup, mais doivent rentrer en ligne de compte dans notre activité, dans l'évaluation de notre impact environnemental. Tu veux dire que c'est par rapport à quoi? Là, tu prônes le fait que le transport dans le cadre de la santé a un impact négatif en termes d'émissions, c'est ça? Mais Donc, c'est l'importance du plan de déplacement des établissements? Mais il n'y a pas que le transport. N'oublions pas que, certes, notre partie déchets est entre 13 et 20% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais le traitement de ce déchet, puisque l'incinération aujourd'hui constitue une grande partie du traitement de déchets en France, va certes produire du CO2, du gaz à effet de serre, mais va aussi produire des particules fines. Donc, c'est un autre élément à prendre en compte. Les dispositifs médicaux, quel est leur traitement, comment ces éléments-là sont pris en compte. Et c'est pour ça que j'ai dit, on manque énormément de données sur les autres paramètres. Là, le greenhouse gases, on commence à comprendre, on commence à intégrer, on commence à en parler, mais on regarde par la lorgnière de la porte un truc qui est énorme, qui parle de particules fines, qui parle d'acidification des eaux, de raréfication d'eau, de déforestation, etc. Et je pense qu'il faut absolument qu'on prenne en compte ces paramètres-là et qu'on arrête de parler uniquement de gaz à effet de serre, mais qu'on commence à avoir
une vision un peu plus globale et je pense que l'araignée va s'élargir davantage puisqu'on aura d'autres paramètres qui vont arriver sur les mois à venir avec de nouvelles évaluations et de nouveaux scopes en termes d'impact environnemental. Et en tout cas, il existe des applications pour les émissions, enfin les pollutions à Lille. Nous, on peut recevoir par SMS quand il y a des pics de pollution. Bon, bah super, merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais une petite question. Oui. Enfin, deux questions d'ailleurs. Je n'avais pas compris la différence entre le scope 2 et le scope 3. Je n'ai pas bien compris la différence. Et la deuxième question, c'est comment, ce qui m'a beaucoup étonné, comment expliques-tu que dans les pays riches, le système de santé a pu baisser ses gaz à effet de serre? Voilà, est-ce que c'est pas parce qu'on a externalisé toutes nos productions d'EDM et de pharmacie, même si on a l'air de les compter dans les études, mais est-ce que vraiment on compte bien tout? Alors, il est probable que le fait d'avoir désindustrialisé nos pays fait qu'on ne prend pas en compte ces éléments-là en termes d'émissions ailleurs. Mais c'est ce que je disais, la différence entre pour répondre à ta question, c'est là où on va détailler la différence entre le scope 2 et le scope 3. Parce que dans le scope 2, c'est des émissions certes indirectes, liées au transport du personnel, liées à la genèse des déchets liés aux dispositifs médicaux, etc., liées au transport des particules et aux achats. Et le scope 3, ça va encore plus large de manière, enfin, ça prend en compte des éléments plus larges qui sont l'énergie et les déchets liés à la fabrication du produit, en plus de son transport, liés aux investissements et aux bâtiments et aux émissions liées à la fabrication du produit. C'est-à-dire que là, c'est de l'indirect, mais qui est en relation directe avec le système ou la structure de soins. Là, c'est des émissions indirectes liées aux prestataires, ou en tout cas, c'est ce qu'on avait dit, aux industriels qui vont participer à alimenter la structure de soins. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est assez clair. Par contre, je me dis que ça doit être quand même difficile à évaluer le scope 3. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, je ne suis pas le spécialiste du bilan de gaz à effet de serre et Julie Hernandez va le détailler et va détailler de manière peut-être un peu plus pédagogique que moi les différents scopes ainsi que l'évaluation chiffrée en France et sur certaines structures françaises. Ok, merci. Mehdi, je peux me permettre de te poser Oui, je t'en une prie. question. Est-ce qu'il y a des données aussi sur la prise en compte, en fait, c'était parce que j'avais discuté avec un épidémio